Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït-Taleb, dresse pour Finance News Hebdo le bilan de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, les leçons tirées de cette pandémie ainsi que les réformes entreprises par le ministère pour la mise en place d'un système de santé efficace et efficient au Maroc, conformément à la vision du roi Mohamed VI. Il évoque aussi la complémentarité entre les secteurs publics et privés nécessaires pour assurer aux citoyens une qualité de soins optimale. En fait, on est toujours dans la pandémie, on n'est pas encore sorti de la pandémie, étant donné que l'Organisation mondiale de la santé ne s'est pas encore prononcée sur la fin de la pandémie. La gestion de la Covid était une gestion contextuelle. Chaque pays a pu faire et donner le mieux de lui-même. Je pense qu'avec les orientations de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, la gestion a été basée essentiellement sur d'abord l'anticipation. C'est une gestion qui est proactive et en même temps sur la gestion de l'actuel. Et donc, le résultat, globalement, on est très bien, le Maroc s'en est sorti. Malgré les dysfonctionnements et les insuffisances que connaît le secteur, comme vous pouvez le savoir, la chose la plus marquée aujourd'hui dans l'insuffisance du système de santé, essentiellement, c'est la pénurie en ressources humaines. Et les gens ne s'attendaient pas à ce que le ministère de la Santé s'en sortirait très bien, je dirais, avec la gestion de la Covid. Et finalement, on est sorti quand même parmi les pays qui ont mieux géré, parce qu'il n'y a pas de recette par rapport à la gestion d'une crise sanitaire. Il faudrait déployer et concilier les moyens dont nous disposons par rapport à la crise. Et c'est ce qui a été fait sous la houlette de Sa Majesté. Aujourd'hui, nous sommes au total, je dirais, quand même de 16 000 décès. Nous avons 1 272 000 qui ont été, bien sûr, contaminés. C'est un chiffre qui dénote quand même des indicateurs qui sont très probants. Un taux de létalité à 1,3%. La contamination, au jour d'aujourd'hui, elle est très faible. La situation, elle est maîtrisée parce qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie. La gestion au début de la pandémie, ce n'est pas la gestion aujourd'hui. Il y a une différence parce qu'il y a eu quand même une meilleure connaissance aujourd'hui des mécanismes physiopathologiques de la Covid. Au moment où nous avions choisi, et ça c'est la vision de Sa Majesté, parce que le Maroc manquait de moyens, on était parmi les premiers pays à prôner le confinement. C'était un moment crucial dans la gestion de la crise sanitaire. Malgré toutes les critiques du monde, c'était le meilleur moment de confinement parce qu'il nous a laissé quand même le temps et le soin de se préparer. Et d'ailleurs, il faut mutualiser les moyens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu quand même un travail de proximité entre le public et le privé et qui est une expérience inouïe aujourd'hui pour en tirer toutes les leçons parce qu'on a décloisonné, et surtout dans les grandes métropoles. Et en même temps, on a travaillé avec les autres disciplines qui se rapprochent un peu, bien sûr, de la discipline de réanimation pour aussi contribuer, bien sûr, par leur savoir-faire à gérer la Covid. Et d'ailleurs, on est passé un chiffre mirobolant parce que 684 à 5260 lits de réanimation. Cette crise nous interpelle pour les autres crises à venir. Et bien sûr, évidemment, il n'y a pas que les bons moments que nous avions vécu des difficultés, mais aussi nous avons vécu des prouesses. Et bien sûr, les premières leçons à tirer, c'est comment le Maroc peut devenir autonome en matière de gestion médicale à 100% et ne dépendra jamais d'autres pays en question. Je dirais aujourd'hui, tous les pays, malgré leur pouvoir économique, ne peuvent compter sur leurs propres ressources. Il faut un travail collaboratif. Il faut travailler en réseau. Donc je pense que la souveraineté sanitaire, elle peut se concevoir pour chaque pays, mais elle ne peut pas se concevoir totalement si on ne travaille pas en réseau. C'est la raison pour laquelle que Sa Majesté aujourd'hui est en train de travailler sur la souveraineté médicale, ou je dirais sanitaire, au niveau continental. Et nous avons la possibilité de le faire. Il y a toutes les compétences pour le faire. Eh bien, le masque a posé un problème pendant la gestion de Covid. Fort heureusement que grâce au tissu marocain industriel, il y a eu une conversion de ces industries du tissu en industrie de masques. Et nous avons pu répondre aux besoins 100% du masque, et même on était en train d'exporter. Voilà un peu la conversion pour l'utilité marocaine. Et donc l'adaptabilité, elle est extraordinaire. Et ça, c'est une grande question, le Made in Morocco. Il faudrait qu'aujourd'hui, le Maroc repose sur sa propre production, sa propre industrie médicale et sanitaire. Et bien sûr, il y a aussi la formation, parce qu'il y a eu une adaptation de la formation, de plusieurs ressources. Maintenant, la grande leçon à tirer dans le futur, c'est de mettre quand même
un dispositif qui sera à même de répondre à n'importe quelle crise sanitaire. Nous sommes maintenant très conscients que le secteur sanitaire sera le grand chantier aussi de l'innovation dans les années futures, parce que la santé est en pleine mutation avec les progrès technologiques aujourd'hui. Et le Maroc aussi, bien sûr, ne va pas rester bien sûr à la traîne de ce qui se passe à l'international. Et je pense qu'il y a un travail qui est en train de faire de manière collaborative avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous sommes en train de travailler sur l'innovation industrielle dans le secteur de la santé pour la production in Morocco. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de produits qui sont sortis, produits manufacturés, marocains et tout, que ce soit pour tout ce qui est tests biologiques, notamment les PCR avec la société Masser qui a fait un bon travail. Donc il y a d'autres qui sont en train de travailler sur d'autres chantiers. Nous sommes en train de développer. Il suffit juste de leur donner quand même cette possibilité, de leur faire confiance. Maintenant, on est en train de baliser tous les axes de la santé. Il n'y a pas que tout ce qui est biologique ou tout ce qui est, par exemple, dispositifs médicaux. Nous sommes en train de travailler sur d'autres produits pour des raisons de santé. D'ailleurs, depuis le temps, il y a eu quand même une équipe qui s'est penchée sur le respirateur, par la suite le lit. Maintenant, on est en train de travailler sur les produits d'ostéosynthèse et de prothèses que nous importons avec des prix qui sont importants aujourd'hui. Il y va aussi de la soutenabilité de la protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, le coût de soins avec tout ce que nous importons impacte sur la facture. Et bien sûr, les organismes gestionnaires n'ont pas la possibilité de supporter quand même une facture élevée. Et donc, avec la production marocaine, on va pouvoir agir éventuellement sur cette protection et lui donner la chance d'être d'une longévité encore plus longue. Voilà. La pérennité, exactement. Cette idée de construction d'unités de fabrication de vaccins, elle n'émane pas du néant quand même. C'est Sa Majesté qui avait pris cette décision, parce que la grande question qui s'est posée après la Covid, c'est parmi les premières leçons, c'est la souveraineté médicale et sanitaire du pays. Donc on ne peut pas rester toujours dépendant, bien sûr, d'autres. Alors effectivement, il y a eu quand même le lancement d'une usine qui aujourd'hui a pratiquement achevé ses travaux. Elle est en train de valider un peu le dernier lot de validation pour passer à la production réelle. Et elle ne va pas se contenter seulement de fabriquer le vaccin anti-Covid, mais elle servira pour fabriquer 80% des vaccins, mais pour le besoin marocain. Nous avons un programme d'immunisation qui compte pour le DT-Coq, polio et d'autres vaccins, et il y en a 22 vaccins qui sont utilisés dans le programme d'immunisation. Cette usine va répondre à un besoin de 80%. Nous sommes en train de travailler sur déjà 4 vaccins. Il y a 4 vaccins sur le pas, il n'y a pas que le Covid, il y a le HPV, il y a celui de l'antipneumococcique, il y a celui de la rage, l'antirabique. Et donc, ces vaccins, on va commencer avec les premiers, parce que ce n'est pas facile de passer rapidement à la fabrication. Il y a tout un transfert technologique, il y a un transfert technologique, un transfert d'analyse aussi. C'est un peu compliqué, mais d'ici la fin de l'année, on aura quand même déjà 4 vaccins qui sont sur le pipe. Écoutez, Sa Majesté, quand il a fait son discours, et dans plusieurs discours, celui de 2018 essentiellement à l'occasion de la fête du Trône, il a parlé quand même de la généralisation de la couverture médicale, mais il l'a associé, bien sûr, à la refonte du système de santé. C'est un tandem indissociable. Absolument. On ne peut pas, bien sûr, travailler sur une couverture sociale sans pour autant préparer le réceptacle qui est, bien sûr, le système de santé. Et donc, ça va de pair. On est en train de travailler sur ça. D'ailleurs, le gouvernement de Sa Majesté, le gouvernement a travaillé sur la généralisation. Alhamdoulilah, le 1er décembre, on a fait basculer pratiquement tous les ramédistes à l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 grandes catégories. Il y a la catégorie des salariés, qui comporte ceux du privé et du public, qui sont gérés par la CNOPS ou par la CNSS. Il y a la catégorie, bien sûr, des travailleurs non salariés et qui sont pris en charge aujourd'hui par la CNSS et qui démembrent pratiquement tous les métiers, y compris les journalistes, donc la métier de la presse. Il y a aussi la catégorie, bien sûr, des gens qui sont démunis et qui viennent, bien sûr, de l'ancien Ramed et qui sont aujourd'hui à Motadamon. Donc c'est tiers. Et c'est pratiquement, au même nombre, pratiquement 11 millions de personnes. Donc voilà, c'est ça. Donc le Ramed aujourd'hui, il est englobé dans la Motadamon. Il n'y a plus de Ramed.
Maintenant, c'est une phase transitoire sur laquelle nous sommes en train d'apporter les ajustements nécessaires. La grande question qui reste aujourd'hui, c'est comment faire le meilleur ciblage pour que les gens puissent bénéficier, bien sûr, des programmes sociaux, notamment de la protection sociale. Et évidemment, il y a le registre social unifié. Alors, ce registre social unifié serait quand même le baromètre du niveau de vulnérabilité donc des ménages ou de l'individu. Donc aujourd'hui, on va apporter des ajustements et permettre même pour le reste des programmes sociaux normalement transversaux, que ce soit les allocations familiales ou je ne sais pas, ici, le reste, ceux qui vont disparaître, ceux qui vont rester, il y aura quand même une période transitoire dans laquelle, et pendant laquelle je dirais, il y aura quand même le registre social qui va pouvoir redresser et apurer la situation. Donc on a pris la décision de prendre ces gens-là et les transférer de manière automatique, mais par la suite, il y aura le moteur, bien sûr, du ciblage qui va commencer pour qu'à la fin de juin 2023, on aura pratiquement apuré toute la situation et on aura quand même une situation très claire. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Cela n'empêche pas que les gens qui sont dans la catégorie, bien sûr, Amotadamol, peuvent basculer demain vers la catégorie non-salarié TNS. La situation sociale peut changer, quelqu'un peut être embauché, d'autres, ou ceux qui sont TNS peuvent être, il y a des familles qui risquent d'être paupérisées, peuvent basculer dans... Et donc c'est normal, c'est pour ça qu'elle fait la régulation de la couverture médicale. Qui se fait au fur et à mesure des mutations qui s'opèrent. Mais ce que je peux dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un travail législatif qui a été fait. Nous avons passé 29 textes de loi. Le dernier est en train d'être validé, la loi 6022, qui concerne ceux qui ont la possibilité de cotiser mais qui n'appartiennent à aucun système. On leur a créé quand même une possibilité d'adhérer à l'assurance maladie obligatoire. Et donc maintenant, avec tout l'arsenal juridique, personne n'est laissé pour compte. La refonte du système de santé, je voudrais vous faire juste une petite introduction sur la refonte du système de santé. La loi cadre 0622, elle prévoit 4 piliers. Sur les 4 piliers, vous avez un pilier qui est relatif au système de gouvernance. Le système de gouvernance concerne essentiellement d'abord, à l'échelle stratégique, c'est la haute autorité, c'est la création d'agences de médicaments, c'est la création d'agences de sang. Et à l'échelle territoriale, c'est la création des groupements sanitaires territoriaux. Donc pour une gestion territoriale, etc. Évidemment, il y aura aussi une réorganisation du ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé aujourd'hui, avec son organigramme, n'est plus adapté aux perspectives de développement de la santé, ni par rapport à cette loi cadre, ni par rapport aux défis du futur. Et bien sûr, dans cette loi aussi, deuxième pilier, c'est essentiellement les ressources humaines. Et dans cette refonte, il est stipulé de créer une fonction sanitaire spéciale, un statut particulier pour les professionnels de santé. Et j'estime que la Covid l'a démontré. On ne peut pas être dans le système de santé et travailler comme un fonctionnaire. On sort un peu, bien sûr, de la logique du fonctionnariat. Bon, c'est des gens qui ont des modes horaires de travail qui sont différents, ils doivent être indemnisés de la manière différente, ils doivent être payés de la manière différente, sachant que le professionnel de la santé aujourd'hui a quand même subi une injustice. Le médecin était dans le 3e rang social dans les années 70, aujourd'hui dans le 28e rang social. Donc le salaire du médecin, il est très en deçà de ce qu'il ne devrait être. Et on ne peut pas encourager avec ça que les gens restent ici, ben, ça, certainement ils vont chercher bien sûr ailleurs. Et donc pour éviter ça, il faut leur bien sûr conférer quand même un statut qui est confortable avec une politique d'incitation. Dans cette politique d'incitation, la logique qui est bien sûr préconisée, c'est essentiellement celui qui travaille plus touche plus. On va créer un salaire fixe et bien sûr au-delà du salaire fixe, c'est une variable. Bien sûr, au-delà de la variable, il y a d'autres modes de rémunération qui dépendent des programmes de santé, c'est la capitation ou la péréquation, il y a mais c'est un système qui apporte une plus-value, une bonne politique d'incitation. Ça, c'est pour les ressources humaines, accompagné de la formation et la formation continue. Pourquoi la formation continue? Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les métiers de santé sont en train de changer. Pourquoi? Parce que la santé est en pleine mutation. La technologie aujourd'hui change un peu les habitudes. Et donc il faut toujours une adaptation. Et on est en train d'évoluer vers une médecine de pointe qui est une médecine plutôt personnalisée. 3e pilier, c'est la mise à niveau. Alors cette mise à niveau, elle comporte et l'urbain et le rural. Alors, nous avons déployé quand même une manne d'argent qui est importante et notez bien que le budget de la santé a bien évolué. Certes, qu'il n'est pas conforme par rapport aux recommandations de l'OMS, c'est-à-dire avoir 12% du budget de l'État, etc. On est à 6% du budget de l'État, mais
il y a une augmentation substantielle par rapport à initialement en 2019. On est passé quand même de 16 milliards de dirhams. Aujourd'hui, on est à 28 milliards. Il y a déjà quand même un élan qui est très positif. Et cet élan, c'est essentiellement destiné pour la mise à niveau. Et d'ailleurs, il y a 1 milliard de dirhams qui est dédié chaque année pendant 5 ans pour la mise à niveau des structures sanitaires. Il y a aussi un travail qui est fait à l'échelle des CHU, 1,7 milliard de dirhams qui a été dispatché pour les 5 CHU anciens pour qu'ils soient en normes et pour qu'ils puissent bien sûr remettre à niveau, être compétitifs pour capter plus de clientèle. Et je pense que tous les pays du monde aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'action centrale de la santé dans les différentes politiques publiques. Donc ça rentre dans la convergence de différentes politiques publiques et c'est un élément important et fondamental dans la sécurité des pays. Sécurité sociale, alimentaire, sécurité sur le plan sécuritaire, aussi la stabilité des pays politiques. Donc la santé aujourd'hui, c'est un maillon incontournable. Alors, au Maroc également, elle s'est imposée d'elle-même. S'il n'y avait pas la prise en charge de la crise, s'il n'y avait pas quand même cette vision anticipative de Sa Majesté, on aurait vécu des drames. Et donc aujourd'hui, il y a matière à réfléchir sur la place à donner au système de santé. Le système de santé, la réforme, elle s'impose d'elle-même. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, au Maroc, nous avons prôné pratiquement plusieurs réformes, je dirais. Nous avons effectivement plusieurs stratégies qui ont été mises en place suite aux différentes politiques gouvernementales qui se sont succédées, mais sans impact réel sur le terrain. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de changement. Il y a eu un changement, mais pas de réel changement. Et donc, on a compris qu'à un certain moment, tout ce que nous avions fait a entraîné une certaine saturation du système actuel. Et on n'arrive plus, bien sûr, à progresser davantage. On peut mettre beaucoup d'argent, mais sans impact réel. Quand on parle de réformes qui se succèdent, ce sont des réformes qui sont limitées dans le temps. Et on a constaté qu'il n'y a pas de continuité de l'action de l'État dans le long terme. C'est ce qui n'a pas garanti la réussite des différentes réformes. Il fallait donc repenser le système. Et donc, comment assurer ça? Il faut bien qu'il y ait quand même d'abord une gouvernance réelle du système de santé. C'est pour cela que Sa Majesté, dans la loi 06-22, qu'il avait bien sûr approuvé bien sûr dans le dernier Conseil des ministres, dans laquelle il y a quand même un système de gouvernance qui est important. Création d'une haute autorité qui serait le garant de l'action de l'État dans le temps. À long terme. Il y a une feuille de route, il y a une stratégie, une politique de santé de l'État inébranlable. Il y a aussi un travail qui manquait, bien sûr, c'est qu'il n'y avait pas de traçabilité de ce qui a été fait. Un système d'information est indéniable. Nous sommes en train de travailler sur le système d'information. D'ailleurs, Anna, je vous lance l'information parce qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les régions, toutes les villes, même au niveau rural, sont dotées d'un système d'information. Nous avons 4 systèmes d'information qui sont déployés à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, dans tous les territoires, même au niveau rural. Et tous les centres sont liés, bien sûr, avec un débit d'Internet, que ce soit par cellulaire, fibre optique ou satellitaire, pour que l'information médicale véhicule entre les différentes structures sanitaires. Et ça, c'est important aussi, parce que la donnée médicale, elle est importante. Et ça va permettre de révolutionner un peu la prise en charge du citoyen. L'impact, vous n'allez pas le voir tout de suite, ça va se voir au fur et à mesure, de manière progressive, même pas à long terme, je dirais dans le court terme, à partir de la fin de l'année, on s'en tire un peu parce que ça va permettre de doter le citoyen marocain d'un dossier médical électronique, d'une carte qui pourrait partager... 2023. 2023. Déjà maintenant, le système, il est là, nous sommes sur l'interopérabilité. Et donc, ça va révolutionner la prise en charge. Le système d'assurance maladie finance le système de santé. C'est ça la finalité. On ne sera pas dans la logique de subvention de l'État tout simplement. Il y aura la prise en charge de la charge salariale par l'État dans le secteur public, mais par la suite, on va monter dans la capacité d'autofinancement parce que nous avons quand même une clientèle qui apporte quand même, qui est solvable et qui apporte quand même des dividendes pour l'hôpital. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la question du public-privé qui importe.
La question qui importe aujourd'hui, c'est avoir les ressources humaines suffisantes pour répondre aux besoins de la population. Puisque nous sommes aujourd'hui en deçà des ratios. Quand même, on a un gap important en termes de médecins, c'est 32 000 médecins qui manquent et 65 000 infirmiers qui manquent. Hein. Ouais. Et ce n'est pas facile de les former rapidement. C'est pour cela, on a vu avec le chef de gouvernement, pour qu'il y ait quand même une réaction par rapport à cela, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises pour essayer de revenir sur le gap. Comment on va faire? Créer une faculté de médecine et un CHU par territoire. Nous sommes sur 8 CHU aujourd'hui, on va compléter pour le reste. Augmenter le nombre des formés. Donc, on n'est plus dans le numerus clausus, il faut s'ouvrir davantage. Troisièmement, réduire le nombre d'années d'études de médecine. On est passé de 7 ans à 6 ans. Avec ces 3 mesures, nous allons être à un ratio, aujourd'hui nous sommes sur un ratio de 1,7 professionnels de santé pour 1000 habitants. En 2025, avec ces mesures, nous allons être à 2,5 pour 1000 habitants. Donc, c'est déjà les recommandations de l'OMS. L'OMS recommande 2,3. Nous allons être à 2,5. Et si on continue avec le même rythme et la même lancée, on sera à 4,2 à l'horizon 2028. Déjà, on s'approche de l'ODD, les objectifs de développement durable. Je suis très convaincu que le public et le privé peuvent se compléter. Et d'ailleurs, dans la réforme, c'est bien cité, noir sur blanc, la complémentarité entre les deux secteurs. Et moi, je suis d'accord aujourd'hui que les gens du privé peuvent venir travailler dans le public et que les gens du public peuvent aller travailler, bien sûr. Mais bien sûr, selon des cahiers de charges, selon des normes, sans qu'il y ait bien sûr de dérapage. Et même au-delà de ça, selon ce que nous sommes en train de faire, puisque nous sommes sur le groupement sanitaire territorial, qui est un mode de gouvernance aussi, il y aura une élaboration d'une carte sanitaire régionale. Et quand je dis carte sanitaire régionale, automatiquement public et privé. Et donc, on ne pourra, dans le futur proche, investir que selon les considérations de la carte sanitaire régionale. Aujourd'hui, le privé, ce qui le gêne aujourd'hui, c'est essentiellement la tarification qu'il y a aujourd'hui. Alors, on est en train de réfléchir sur la tarification nationale de référence. La TNR qui existe aujourd'hui, elle date de 1998, elle a été juste revue en 2006 pour certains actes de cardiologie, elle n'a jamais été revue par la suite. Le secteur libéral aujourd'hui, il travaille sur la tarification conventionnée. La dernière qui a été signée en 2020 n'est pas encore appliquée. Alors, il y a un gap entre la tarification et la facturation réelle. Il faut le dire il faut le reconnaître. Et le citoyen marocain aujourd'hui souffre de ce décalage-là et à ce moment-là, il est parfois amené à payer le complément. Qu'il conteste, et je peux le comprendre, mais le coût de soins réels est sous-estimé au niveau de la tarification nationale de référence. Donc, si on veut éviter éventuellement à ce qu'il y ait de chèque de garantie qui est de noir, il faudrait revaloriser la tarification nationale de référence, bien sûr à sa juste valeur, pour que l'on puisse éventuellement rentrer dans les frais, parce que la Covid l'a démontré aussi. Je dirais en réanimation, le malade Covid, il consomme plus d'oxygène que d'habitude, et donc ça remonte. Et donc dans la tarification nationale de référence, la facturation des actes de réanimation sont forfaitaires. Alors également, le privé aussi, elle doit se mettre à niveau. Comme le fait le public aujourd'hui, lui aussi doit se mettre à niveau. Et dans cette mise à niveau, il y a une condition qui est très importante pour que l'on puisse éventuellement continuer à être conventionné avec les organismes gestionnaires. Il faudrait que le secteur libéral dispose d'un système d'information et qu'il soit intégré dans le système d'information national, pour que l'on puisse éventuellement avoir exactement des idées claires sur le système de santé marocain, puisque le système de santé marocain est fait des tissus privés et publics. Le secteur rural aujourd'hui, il bénéficie en termes de ressources humaines, pratiquement 60% des ressources humaines vont dans le secteur rural. Donc franchement, en termes de ressources médicales et de ressources infirmières, il reçoit quand même certaines priorités. Mais la question n'est pas là. La question, c'est comment le fidéliser. Comment il puisse rester dans un secteur de manière figée à pouvoir travailler et répondre si sur le plan social, ils ne sont pas en situation confortable. Aujourd'hui, le gap, il est différent entre les différents territoires. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce programme, nous avons opté pour créer un programme médical régional. C'est quoi le programme médical régional? Chaque région, elle a sa propre vision des choses. Elle a ses propres ressources. On n'affecte plus, on ne recrute plus au niveau central,
On déploie les postes budgétaires et les choses se passent au niveau régional selon une carte, selon un besoin. Ils ont besoin de profils précis, ils n'ont qu'à ouvrir selon les profils précis. Mais les ressources disponibles, ils doivent fonctionner selon le programme médical régional. Ce programme prévoit un mode fixe et un mode mobile. C'est-à-dire que s'il faut se mobiliser au niveau de l'ensemble des régions, même rurales, et être présent selon un rythme régulier pour répondre à un besoin précis d'une population rurale, c'est tant mieux. Donc, essayez de répondre, c'est ce que voudrait Sa Majesté, la proximité. Au lieu que le malade se déplace chez le médecin, mais c'est le médecin qui se déplace chez le malade, jusqu'à ce qu'on ait quand même suffisamment de ressources pour qu'il puisse éventuellement jouir d'une certaine stabilité au niveau local.